Duel de bas de tableau, le FC Metz relance généreusement la JOCR dans la course au maintien et récupère le statut de lanterne rouge après match. Pour couronner le tout, le prochain adversaire messin n'est autre que le Paris Saint-Germain. Est-il envisageable de faire mentir la logique ? Analyse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graouli Mag. Nouveau rendez-vous manqué pour le FC Metz, mais nous dans le Graouli Mag, on ne manque pas nos rendez-vous, vous savez, c'est tous les lundis, tous les jeudis à 17h. Et 17h, on est là, voilà, et on va parler du match de ce week-end avec le sourire, on l'espère, et surtout avec nos chroniqueurs du jour. Bertrand, Antoine est avec nous. Bonsoir. Je l'ai pris au dépourvu, j'ai réussi. Non, je réfléchissais à ce triste week-end Mossad. Ah, c'est vrai que là, ni la météo, ni les résultats sportifs, il ne nous restait pas grand-chose, à part peut-être le marché de Noël. Si vous y avez été, je vous le souhaite en tout cas. Face à toi, ils sont deux. Mathéo Philippe est avec nous. Bonsoir, il y avait la Saint-Nicolas aussi. Il y avait la Saint-Nicolas, c'est vrai, ça, un peu de chocolat nous fait jamais de mal. Rémi Alésine est également avec nous. Salut à tous. Avec, je l'espère, plein de choses à nous raconter aujourd'hui. Nous, en tout cas, on va avoir plein de choses à se dire et on commence avec le journal de la Ligue 1. Retour donc dans cette émission sur la défaite du FC Metz sur la pelouse de la JOCR à ce moment-là qui était lanterne rouge du championnat. On a inversé les rôles finalement après 90 minutes. Rémi, encore un faux pas face à un concurrent direct. Ouais, encore un faux pas et la parenthèse enchantée de 3 matchs. On aurait pu penser qu'elle était durable parce qu'elle a duré 3 matchs, mais au final, ça reste une parenthèse. Bon, il y a un tas d'enseignements positifs qui auraient pu puiser le milieu dans cette parenthèse qu'ils ne puissent plus. On en reparlera après. Mais ce match, il est très mal négocié par les Grenats, parce que je ne suis pas complètement d'accord avec la voix off pendant le résumé, qui parle d'un bon début de match du FC Metz. C'est un début de match où le FC Metz maîtrise le ballon et pas le match. Enfin, il n'y a pas de situation dangereuse. Et malheureusement, Auxerre n'est pas flamboyant non plus. Mais il faut une des deux équipes qui fait une cagade, une malchance, enfin appelez ça comme vous voulez, mais ça tombe toujours sur le FC Metz en ce moment, donc ce n'est pas au hasard. C'est la main, par hasard, de Sadibou Sané. Est-ce qu'il devait être titulaire sur ce match-là ? On en reparlera peut-être après. Oh que oui. Bon, dans un match ultra important où tu aurais pu toi aussi t'extirper d'une série ultra négative et recoller un tantinet au classement dans une Ligue 1 qui n'est pas la Ligue 1 la plus compétitive que j'ai jamais vue de ma vie. Voilà, ça fait un dimanche pas terrible et on aurait dû aller au Sentier des Lanternes parce que c'était à la même heure. C'est vrai que quand on regarde les statistiques, ça se confirme un petit peu. On va le voir avec la possession qui était en faveur du FC Metz. 61% contre 39%, mais au niveau des tirs, 14 tirs à 5 pour Auxerre, 7 tirs cadrés à 2. Mathéo, c'est vrai que ça fait 2 ou 3 rencontres qu'on ronge un petit peu son frein quand on regarde le FC Metz. Ouais, c'est décevant. Quand on sort de ce match, on est forcément déçu, énervé, et finalement, on se dit que ces 3 matchs, ces 3 victoires qu'on a pu observer il y a peu, c'était peut-être un mirage finalement. Le FC Metz est peut-être finalement à sa place par rapport à ce qu'il montre sur le terrain. Il y a 15 premières minutes où tu as la balle, tu n'as pas vraiment de situation, et au fur et à mesure du match, tu joues à la baballe derrière, tu n'as pas de situation nette. Et finalement, ça te donne l'impression que le FC Metz ne maîtrise pas le match. Ils ont beau avoir la balle, c'est dès que Auxerre a placé un accélérateur, c'est là où le FC Metz était en danger. Ils ont eu des situations à Auxerre, plusieurs même très importantes, notamment en seconde période. En fait, on s'est rendu compte que ce qui a manqué à Auxerre sur les derniers matchs, c'était de la réussite un petit peu tout de même. Quand même, tu as quand même pas mal de choses. Tu leur donnes avec cette main volontaire, ça a été un cadeau pour eux qu'ils ont transformé. D'ailleurs, le deuxième but, il est juste synonyme d'une équipe qui a été enfin relâchée dans les têtes. Quoi. Tu relances encore une équipe. Après Brest, tu relances Auxerre qui était sur une bonne dynamique mais qui n'avait pas gagné. Et là, tu relances, tu repasses de nouveau dernier. Et finalement, c'est le sentiment qui domine, c'est vraiment le sentiment qu'on a chaque saison en Ligue 1. Finalement, tu t'as beau mettre n'importe quel coach, n'importe quel directeur sportif, tu te retrouves toujours à être dernier, à avoir ces mêmes discours, que ce soit des joueurs ou des dirigeants, ou ces discours, nous, sur le plateau, où on est déçus. Et puis, il va falloir encore une fois se poser les bonnes questions. En se posant les questions, on va évidemment revenir sur le 11 de départ de Stéphane Lemignan avec quelques choix un petit peu surprenants, on peut le dire. Retour d'une défense à 4 avec Colin, Sadibou Sané, Gbama et Balo Touré. Au milieu de terrain, Deminguet, Aine et Traoré. Devant, Sabali, Assoro, Tsitaishvili. Bertrand, j'ai envie de te poser la question, mais il y a eu un pari de fait par Stéphane Lemignan, que ce soit en attaque mais aussi en défense. Pari raté finalement.
Oui, au vu du résultat, forcément. Hein. Après, quand on est coach, on fait des choix, il faut les assumer, il les assume. La titularisation de Sadibou Sané, c'est le fait qu'il ait fait 10 bonnes journées d'entraînement sur les dires du coach. Donc, On l'écoutera juste après, justement. Là-dessus. Voilà, on peut imaginer que le coach est assez bien placé pour voir et puis pour décider. Maintenant, le résultat fait que l'association Sadibou Sané-Gbama, elle est défaillante, justement, parce que c'est le 3e match où ils sont associés dans une défense à 4. C'est 3 buts par match. La stat est là. Forcément, ça monte à un moment de... Alors, l'idée, c'est aussi pas faire un focus sur la défense, parce qu'on parle d'animation défensive, donc c'est le rôle de tout à chacun de bien défendre, et il y a un rôle pour tout le monde sur le terrain. Mais comme on parle de choix et que Sadibou Sané était de retour dans le 11, bon, forcément, et puis il est malheureusement, je dirais, concerné par le penalty. Alors moi, le penalty, j'en ai une autre lecture, on en a discuté en off. La main, bien entendu, elle touche le bras, il a grandi le corps, oui, c'est le règlement. Maintenant, il y a l'esprit aussi. Moi, c'est ce qui me dérange un petit peu. La VAR, elle est complètement à l'envers de l'esprit du football. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, un règlement, bien entendu, qu'il faut l'appliquer. Après, c'est toujours aussi une lecture et d'appréciation. Voilà, donc... il n'y a pas intention d'agrandir le corps, il est à l'équilibre parce qu'il jette sa jambe droite vers l'avant. Et puis malencontreusement, la balle, elle arrive effectivement sur ce bras, penalty. C'est un détail, mais en même temps, effectivement, comme disait Rémi, ça ne tombe pas forcément en faveur des Grenats. Donc, à un moment donné, c'est aussi que tout n'est pas bien fait ou pas fait correctement. Après, le deuxième choix où on peut se poser question, effectivement, c'est l'apport d'Assoro devant, parce qu'on peut se positionner de deux manières, à se dire il n'est pas alimenté, donc c'est difficile pour lui de montrer des choses. Certes, peut-être, c'est aussi un élément de réponse. Mais il y a aussi la disponibilité, ses choix de course, le timing où il se présente au ballon. Et on fera le comparatif justement entre Joël Assoro et notamment Habib Diallo, qui l'a remplacé à la mi-temps un petit peu plus tard. On va juste revenir très rapidement sur les choix de Stéphane Le Mignon. Évidemment, il a été questionné après la rencontre en conférence de presse. On écoute justement ses justifications. Parce que ça faisait 10 jours qu'il travaillait bien, il a envie de montrer aussi que son début de saison était raté, mais qu'il était reparti de l'avant dans la concentration, dans l'application. Donc c'est vrai que j'ai décidé de l'aligner ce soir. Il est malheureux sur le penalty. Je pense que, j'ai pas revu les images, mais je peux pas en commenter là-dessus. Mais jusque-là, il était sur de bonnes séances d'entraînement, et donc il méritait de rejouer aussi. Ouais, c'est ça. C'est comme un accord un petit peu avec Habib, avec le médical, comme quoi c'était dangereux quand même de le faire débuter, d'aller sur de la fatigue. Donc il était prévu de le faire rentrer en deuxième mi-temps. Là, il est rentré un petit peu plus tôt que prévu. Ça a failli être très bien, parce que sur le premier ballon qu'il touche, il a une occasion de but. Malheureusement, on le savait, ça fait quelques semaines qu'il est à l'arrêt, donc forcément il est pas dans le rythme. Mais bon, voilà, il fallait prendre le risque quand même sur cette deuxième mi-temps. On avait déjà du coup un petit peu parlé, Rémi. C'est vrai que Sadibou Sané, c'est un retour qui devait se faire à un moment ou à un autre, de toute manière. Ou à un autre. On l'avait... pardon ? Non, mais à un moment ou à un autre, moi j'aurais dit ou à un autre. Ah oui. Parce que moi je crois à la thèse de l'entraînement, de la compétitivité du joueur, il n'y a aucun problème. Mais je crois aussi à la réalité du terrain sur les matchs qui comptent. Sur les matchs qui comptent en Ligue 1, Sadibou Sané, c'est aucune satisfaction. C'est quasiment que des fiascos. Alors les qualités intrinsèques de footballeur, il les a, de défenseur, il les a. Il l'a prouvé pour le moment en Ligue 2, on en attend plus en Ligue 1, mais en l'occurrence, il y a des profils qui ont plus fonctionné dans ce match-là. Yegbe, c'est peut-être pas Beckenbauer, mais si quelqu'un, dans la série positive dont on a parlé, qui a fait le taf, je ne sais pas pourquoi il est sanctionné aujourd'hui, Yegbe, pourquoi il ne joue pas ce match-là. Moi j'ai l'impression que Stéphane Le Mignon, il défie toute logique dans un contexte où l'obligation de faire des résultats t'impose quand même de faire des choix qui sont un petit peu évidents. Je veux dire, Assoro, ça ne fonctionne pas. C'est évident de faire autre chose. Il va attendre combien de matchs pour prouver que l'international suédois ne touche pas un ballon, ne fait pas un appel ou n'arrive pas à être servi. Enfin, ça ne fonctionne pas. Il va faire combien de matchs pour que Sadibou Sané ne fasse pas... On ne va pas l'incriminer, mais moi je trouve que même sur cette action du penalty ou pas, qu'est-ce qu'il fait coller à Colin comme ça ?
Il est censé couvrir qui dans cette position? Donc je trouve qu'il est un peu perdu sur le terrain. Il est un peu perdu à ce niveau-là. Relance-le en Coupe de France, mais attends la trêve, mais va pas le relancer sur un match hyper important contre une équipe qui est ton concurrent direct. Benjamin Stambouli, on en parle à un moment donné. Pourquoi tu te prives d'un joueur qui est un régulateur, qui a un cerveau et qui, dans un contexte compliqué comme ça, peut énormément t'apporter? Lorient, ça fonctionne avec Abergel. C'est pas forcément le même profil de footballeur, mais dans le leadership et dans l'expérience, c'est la même chose. Tu as fonctionné à un moment donné avec un Renaud Coad, qui était, au-delà d'être un très bon footballeur, qui était un leader de jeu, un leader de tempo. C'est tout ce qui manque aujourd'hui au FC Metz. Stambouli, il joue pas. On lui met n'importe quel milieu à sa place. Donc moi, Stéphane Le Mignon, va falloir qu'il m'explique pourquoi aujourd'hui, il fait des choix qui défient toute logique. Moi, j'étais déjà pas satisfait avant la phase de match positif. Bon, j'ai râlé mon chapeau, j'ai dit bon, ok, c'est très bien ce qu'il fait puisqu'il a trouvé la recette. Mais là, moi, il faut m'expliquer plus que Sadibou Sané, il était bon pendant 10 matchs à l'entraînement pour qu'aujourd'hui, il joue à la place de Yekpe. Ça ne me suffit pas du tout comme explication. Parce que si c'est pour lui donner de la valeur marchande pour qu'il s'en aille au mercato, il faut le dire aussi. Parce qu'aujourd'hui, Sadibou Sané, c'est un joueur, on était tous contents qu'il reste, mais on était tous mécontents qu'il débute le match. On n'était pas à l'entraînement, je suis d'accord avec vous, mais on a vu le match. Comme par hasard, la main, c'est lui qui l'a fait. Bon, voilà, ça fait un alignement des planètes qui n'est pas favorable à Stéphane Le Mignon. Stéphane Le Mignon, on a l'impression qu'il fait l'apprenti chimiste à chaque fois maintenant. Bah oui, et on n'a pas le temps, enfin, c'est pas le moment. À chaque fois, des compositions. Pourquoi, on l'a déjà évoqué, pourquoi tout d'un coup, comme ça, Kofi Kouaou, il sort du 11, t'as Colin qui revient à droite. Et alors que c'était dans cette série-là où tu avais cette charnière-là, charnière centrale Yekpe-Gbama, tu avais Colin à gauche, Kouaou à droite. C'est là où tu as fait tes victoires. Là, il retente plusieurs choses différentes. À chaque fois, on mettait en avant, quand on n'a pas gagné encore un match en début de saison, on mettait en avant qu'on n'avait jamais le même 11 titulaire. Quand il avait enfin trouvé quelque chose, ça a marché. On a eu 3 victoires. Et là, dès qu'il y a eu la défaite, bam, ça y est, il rechange tout. Ouais, le match contre Brest, ça a tout changé. Enfin, tu as l'impression qu'il a sanctionné la terre entière à cause de ce match-là. Alpha Touré, il a disparu. Il sanctionne Touré. J'étais pas fan de Touré, mais il le sanctionne pour son geste, son penalty. T'as Traoré, il revient titulaire. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Il apporte rien offensivement. Il est parfois là dans les duels, il faut lui laisser ça, mais ça reste le néant offensivement. Et je trouve ça dommage, justement. Il tente des choses, mais assez aléatoires, finalement. Eh bien, pour ceux qui se posent la question, jeudi, j'avais prévu de parler du turnover selon Stéphane Le Mignon. Vous en avez déjà une première partie sur le plateau. C'est incroyable, j'adore quand ça se passe comme ça. Très rapidement, un mot sur Sadibou Sané, un dernier. On peut revenir en statistique sur son match, hein, si vous le voulez. C'est quand même pas mal de ballons touchés, mais voilà, évidemment, il y a ces 8 ballons perdus, ce penalty concédé, et ça se paye cash derrière. On peut se poser la question, est-ce que c'est pour le relancer? Est-ce que c'est pour le préparer au prochain mercato ou peut-être à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Parce que l'information vient de tomber. On s'attend à des départs du côté du FC Metz et Michel Mboula, lui, a été sélectionné avec le Gabon. Il participera donc sans grande surprise à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui veut dire qu'il y aura un secteur désormais à remplacer pour Michel Mboula, qui était peut-être une solution aussi. Lui qui avait fait de bons matchs en début d'année avant d'être blessé. C'est plusieurs questions qu'on se pose, mais avant ça, c'est vrai qu'il y a ce penalty avec Sadibou Sané, mais ça fait 2 buts coup sur coup pour le FC Metz, qui finalement est un petit peu généreux. On le voit même dans la construction, autant sur le plan collectif, le but, le deuxième de Auxerre est incroyable et super beau, mais derrière, ça montre aussi des lacunes du côté du FC Metz, qui n'a pas su envenimer la chose et qui a offert 2 buts en 3 minutes, je crois. Moi, je ne pense pas qu'on fait un focus sur Sadibou Sané. Je ne pense pas que la défaite d'Auxerre a lui un compte. Enfin, c'est pas mon avis. Ça serait trop. Non, comme dit Rémi, en fait, c'est un alignement des planètes qui est quand même dommage pour lui, qui doit se relancer, qui derrière, il faut sanctionner d'une main tout de suite. C'est également une affaire de mauvais choix, Bertrand. On ne peut pas dire que c'est simplement. Justement, j'enchaîne, excuse-moi Rémi. Pardon? Non, je dis battez-vous. Non, jamais de la vie. Pas. Avec les mots, et Rémi, que en direct, mais avec les mots. Non. Ce qui me questionne plus, moi, c'est et je rejoins un peu ce que disait Mathéo, c'est les changements, en fait. Les changements d'une défense à 4, d'une défense à 5, voire d'une défense à 6. Parce que quand on gagne contre Nice, on défend à 6. Ce turnover, en fait, de solutions qu'on ne trouve pas sur ce poste de latéral gauche, piston gauche, suivant comment on joue. Et enfin, effectivement, Rémi en parlait tout à l'heure, on enchaîne 3 matchs, il y a cette défaite à Brest, ça fait quand même 9 points sur 12, 8 buts marqués, 4 buts encaissés. C'est quand même plus que positif.
Je veux dire, même si effectivement on peut rediscuter. en un match, finalement. Voilà. La continuité, je pense que c'est important. Le socle, c'est pour ça que je stigmatise pas en fait un joueur, même s'il est forcément sur un des buts, parce que en parlant du deuxième, c'était ta question, la fermeture du latéral gauche, à savoir Falo Ballo-Touré, sur, je ne sais pas si on peut revoir les images ou si on les revoit, mais regardez, il est complètement figé, non, pas le penalty. Juste après. Sur le penalty, il est figé. On met le- regardez, il est figé. Alors que Gbama est sorti, et je peux vous... Là, resserrer l'axe. on va parler un peu football, en tout cas... C'est bien, c'est le but de l'émission. Voilà, c'est pour ça que ça me J'aime plaît. Il ne resserre pas l'axe, c'est exact. Exactement, c'est le on vendredi. parle des tiroirs. Quand vous avez votre centrale qui sort, vous devez resserrer l'intervalle qu'il y a avec votre autre centrale. C'est le principe des tiroirs. On dit toujours à notre défense d'essayer que l'attaque adverse passe plutôt sur les côtés que dans l'axe qui est face au but. Donc, Ce qu'on appelle le CJD, le couloir de jeu direct. On va Ok, pas- moi, plus simplement, passe sur les côtés. Voilà. On m'a toujours dit pas dans l'axe. Voilà. Non, mais bon, c'est juste une petite, Ouais, mais une c'est petite vrai. boutade. Et en fait, on n'en parle pas, en fait. C'est tout, on stigmatise Sadibou. T'as raison. En fait, c'est plus l'attitude C'est un- globale en fait, Exactement, de cette défense. je pense. Et même dans l'engagement. Ouais. Tu vois, Tsitsiasvili, c'est un super mec qui fait des courses, tout ça, mais à chaque coup d'épaule, il prend un coup de vent, il est au sol. Et ça, Doucement pour ceux qui n'ont pas un physique ultra développé. Non, je sais ce que c'est. C'est pas évident, hein, c'est frustrant, d'accord. mais pour l'instant, t'es derrière le pupitre. T'es pas sûr. Pourquoi tu crois que je suis derrière le pupitre? C'est juste pour ça. Hein. Un coup de Non, mais en d'épaule tout cas, il manque des choses. Et ce qui est malheureux, c'est que c'était un match, alors peut-être pas le match de la peur comme ça avait été dit, ou en tout cas imaginé, mais en tout cas un match à fort enjeu. Tu disais, Et puis, tu mets justement match de la peur. Auxerre, les 15 premières minutes, t'as l'impression qu'ils ont peur justement. Ils ont peur. Et t'as le monopole Ouais. du ballon. T'as pas de grande situation. Justement, c'est là où tu dois y aller. Tu dois attaquer, te montrer, créer de réelles sensations, enfin situations plutôt. Bien sûr. Et au fur et à mesure du match, quand tu ne crées pas de situation, Auxerre, ils se disent que c'est le moment, ils peuvent Et puis toi, remonter tu te mets à douter avec sur le ce format-là. public. Tsitsiasvili à l'intérieur, choix de jeu, intouchable. Le Touré était intéressant en montant sur Ouais. son côté en plus. C'était clairement le plan de jeu de C'était intéressant Stéphane pour Le le Mignon coup. parce qu'ils l'ont trouvé 2-3 fois, mais il a une tête qui remet alors qu'il y a peut-être Ouais. autre chose à faire. Derrière ça, Cech Sabali, il n'a pas été quand même au meilleur de sa forme. Et la Le problème qu'on a eu dans ce match, c'est qu'on a eu des joueurs qui n'ont pas remporté leur 1v1. Si Fodé Ballo-Touré a touché des balances, parce qu'il n'y avait personne devant lui, qu'il a été lancé en profondeur, Sabali ou Tsitsiasvili, malheureusement sur ce match-là, dès qu'il y avait un adversaire devant eux, il ne passait pas. Quoi. Non, c'est l'espoir que. Non, mais C'est l'espoir qu'ils le fassent parce qu'ils l'ont déjà fait. Sabali a déjà. Oui, je ne dis pas qu'ils ne sont pas gardés, Il a juste que déjà sur ce fait. match-là, ils ne l'ont pas fait. Quoi. Ce match-là, ils l'ont pas manque, fait je du tout. pense, au FCMS, c'est ces courses à haute intensité, dans la profondeur, dans la verticalité. Mais regardez et je suis sûr que vous regardez les autres matchs de la Ligue 1. Alors je vais peut-être prendre un mauvais exemple parce que c'est un des tops actuellement au niveau européen, mais le PSG, quand il y a un joueur derrière ou dans le milieu qui a le ballon, mais regardez les courses. Mais les mecs, ils font des courses de 10, 15, 20 mètres. Mais il y a un changement de rythme. Est servi ou pas servi. Mais au moins, crée ça des fait espaces. reculer. Ça crée des Exactement, espaces. ça fait T'as des reculer ouvertures. l'adversaire. Mm. Et je trouve que dans l'équipe du FC Metz, on manque de cela, en fait. Donc, peut-être qu'on n'a pas les profils pour le faire. Et à la rigueur, si tu ne l'as pas, au moins tente de le faire, même si tu n'es pas servi. Et si, C'est pour ça que je râlais un peu au tout début de l'émission. Je disais, on jouait à la baballe derrière. Et tu ne crées pas de. parce que tu n'as pas les solutions. T'as un faux rythme. Et tu crées Ah, pas mais de comment tu décalage. Souvent, c'est. T'as raison, ça. Mathéo. Mais comment tu fais si effectivement tu as face à toi une équipe regroupée On joue au marché en marchant, en plus. et à un moment donné où tu n'as pas ces appels, où tu n'as pas cette disponibilité à Mais ça, l'intérieur. on l'a beaucoup fait depuis Gauthier, le début de là. la saison. Moi, je dis toujours qu'on joue au handball quand on fait ça. Ouais. On tourne autour de la zone, Ouais, sauf ouais, qu'au handball, tu as l'arbitre qui te sanctionne si tu déclenches pas une action de but. Là, tu n'as personne qui te sanctionne. Donc j'ai l'impression que de temps en temps. C'est pour ça que j'étais pas d'accord sur la voix off du match de Mathieu, où il dit le FC Metz maîtrisait le début de rencontre. Si c'est maîtriser le ballon, oui, mais tu Non, maîtrises pas le match parce que tu crées aucun danger. Et c'est là où j'en veux à Le Mignon de mettre un profil comme un Soro, effectivement.
je ne suis pas du tout tapé sur le joueur, mais pour moi, il n'a pas du tout les qualités pour évoluer dans un système comme ça. Asoro, s'il doit avoir des qualités, c'est des qualités de vitesse, d'appel, contre-appel, mais de jouer en compte, mais c'est certainement pas un joueur sur lequel tu peux t'appuyer. Diallo est parfait dans ce type de... Il est capable de gagner duel, il est capable de dévier, il est capable de faire plein de choses. Bon, malheureusement, on ne va pas pointer du doigt l'occasion qu'il a manqué, parce que c'est d'habitude le genre d'occasion que... On peut en parler très vite fait, mais c'est vrai que Habib Diallo, après on reviendra sur le coup franc de Haine, parce qu'on ne va pas passer à côté quand même, c'est quand même une des rares éclaircies dans ce week-end un petit peu maussade. Habib Diallo, c'est 2 occasions d'égaliser, certes, mais on se rend compte que c'est 2 occasions qu'il a dès le début du match, 2 occasions de plus que Joël Asoro, et ça le rend peut-être encore un peu plus indispensable, malheureusement pour le FC Metz. Frustrant aussi. Il est indispensable, on voit bien depuis qu'il n'est pas là. Pourquoi Asoro est aligné aussi par manque de solutions. Moi je voudrais que Stéphane Le Mignon en tente d'autres, mais il n'y en a aucune qui est évidente. On ne va pas jeter l'opprobre sur Stéphane Le Mignon. S'il met Asoro, c'est aussi parce que derrière personne ne se détache, personne à ce poste-là n'a déjà prouvé quelque chose d'au moins équivalent à la moitié de ce qu'a déjà fait Habib Diallo. Donc évidemment Habib Diallo rentre, c'est spectaculaire puisqu'il est là depuis 2 minutes 30 je crois. Enfin, l'occasion là c'est vraiment c'est son premier ou son deuxième ballon. Je crois que c'est 1 minute. Un truc. Et ce qu'est capable de faire un Habib Diallo contre Nice, par exemple, personne n'est capable de le faire au FC Metz. Contrôle, résister au retour des défenseurs, avoir la vista qu'il faut pour marquer. Donc, on saisit l'importance de ce joueur-là. Et la grande faille aujourd'hui du FC Metz, c'est de ne pas avoir de doublure. Et le côté... il n'y a pas de compétition qui arrive dans le mois de 2 semaines. Là. Ah ouais, mais en plus, en complément, Rémi, à ce que tu dis, le problème Habib Diallo, on en est tous bien conscients, parce qu'effectivement, ça manque de concurrence autour, soit le niveau, soit la jeunesse, parce que Brahim Adjo, il est revenu, puis il a joué un petit peu, mais la Ligue 1, c'est pas facile, mais il apprend. Sauf que là, nous, on n'a pas le temps d'apprendre. C'est ça le problème. Pourquoi ne pas jouer sans attaquant ? C'est-à-dire, le PSG, alors, je ne fais pas une fixette sur le PSG, mais... Non, cite le Barça, cite l'Espagne. Ouais, il faut un peu plus terre à terre pour les... Moi, on m'a toujours dit qu'il faut s'inspirer des plus grands. Je vais te donner un exemple. Je te relance. À Bouachvili, pourquoi on en a parlé, pourquoi il n'est plus là ? On n'a plus le droit de le mettre sur le terrain. Depuis qu'il a marqué, on n'a plus le droit. Depuis qu'on a marqué un but. Non, mais dans les animations, parce qu'en plus, le coach n'hésite pas à avoir une équipe qui se déforme. On regarde Gauthier sur le début de match, il est à gauche, il est à droite, il est derrière, il est devant. Il y a beaucoup de mobilité, de déplacement. Pourquoi pas jouer avec un attaquant qui a cette volonté de décrocher ? Je vais vous reprendre aussi Liverpool de Klopp avec il y avait Salah, Sané et Firmino qui décrochaient. C'était les 2 autres qui allaient un petit peu plus haut. Là, dans cet exemple-là, tu avais des ailiers qui marquaient. Regardez la qualité de vos faux neufs. Si vous prenez le Barça, c'est Fabregas qui joue faux neuf. Regardez la qualité de ce joueur-là. Non, mais il faut dire ça aujourd'hui. Pour jouer à faux neuf, il faut d'une part une grosse intelligence de jeu, d'autre part une grosse qualité technique, parce que le faux neuf, par définition, c'est pas le mec à la Habib Diallo qui va déménager les autres. Donc il faut qu'il se crée les espaces, il faut qu'il oriente le jeu. Aujourd'hui, ce profil-là, il n'existe pas. Abouachvili, il a plein de qualités. Et moi, j'adorerais qu'on le revoie beaucoup plus, et je suis d'accord avec toi. Mais je ne pense pas qu'il ait ces qualités-là. C'est un autre type de joueur. Et par contre, je pense qu'il bousculerait un petit peu plus son vis-à-vis qu'Asoro. Au-delà du joueur, c'est l'animation, en fait. Encore une fois, l'animation, tout à l'heure, je parlais de l'aspect def, mais là, on est sur l'aspect off. Dans les animations, au-delà d'avoir des joueurs, si tu mets dans le travail que tu proposes, en fait, la semaine, des circuits préférentiels avec des joueurs entre les lignes, des joueurs dans les intervalles, des joueurs qui plongent, la plongée du 10, avec des ballons de long ligne. Enfin, il y a plein de choses à faire et le coach le sait très bien. C'est plus vers là où je me dis, on a une équipe qui peut jouer avec Habib Diallo et comment elle fait en fait quand Habib Diallo n'est pas là. Voilà, c'est comme ça, en tout cas, je raisonnerais. Asoro était à chaque fois, dès qu'il y avait un centre, quand il y en avait, il n'était jamais placé au bon endroit, alors que Diallo, premier centre, il est là où il faut. Non, tu as toujours constamment l'impression qu'il se cache derrière le défenseur. C'est un peu compliqué. Ouais. Et si dans le jeu, c'est compliqué de marquer des buts pour le FC Metz, il reste encore les coups de pied arrêtés. Ça a été une des uniques solutions de ce week-end avec Gauthier. On va revoir ce coup franc totalement magnifique. Mathéo, tu mets les mêmes à l'entraînement, j'en suis persuadé, mais double mur et hop, pleine lucarne. Et parfois, c'est pas plus compliqué que ça. Et est-ce que maintenant qu'on parle de ce coup franc, j'ai pas la stat, mais le dernier coup franc direct, c'est pas Boulaya ?
Je suis en train de me rappeler. Il y en a peut-être eu l'année dernière. Ah, je l'ai pas. À moins que Gauthier en ait mis un l'année dernière. Mais ouais, de toute façon, le coup franc, il tombe un peu dans cette seconde partie de première période où Auxerre reprenait l'ascendant. Et puis tu te dis qu'à la mi-temps, tu rentres à 2-1. C'est Un peu miraculeux. un peu miraculeux. Début de seconde période, tu pouvais égaliser. Et là, c'était reparti. Et là, tu pouvais assommer Auxerre. Et là, peut-être mentalement, on aurait pu prendre le dessus. Et malheureusement. Et plein de Ça a fois pas été cette le cas. année, c'était comme ça. Et si. Ouais, c'est beaucoup des si, mais finalement, et t'es Il y a- Brest, il y a plein de matchs comme le match contre Brest Monaco. où tu mérites pas du tout d'être à 2-2, mais tu es à 2-2. Ouais. Et tu as ces cagates qui font 2 pénaltys en fin de match, c'est ce qui donne un truc complètement ahurissant. Là, c'est un petit peu pareil. Tu as l'opportunité d'être à 2-2, alors que tu ne le mérites pas forcément. Il y a tellement de frustration. Et à chaque fois, tu profites pas forcément de feux de jeu qui pourraient être Le favorables. petit manque qu'il y a encore. Ouais, c'est le petit manque, mais le petit manque qui fait que tu es dernier du championnat aujourd'hui. Quoi, Complètement. c'est- Et bah, parce qu'après, il y a d'autres gros manques. Ouais, puis oui. Et oui, les petits manques, ils ont cache Ah oui, effectivement. puis mais alors bon. si tu n'arrives pas à 2-2 et que tu en prends un troisième, eh bien ça fait 3-1 pour la JOCR. On peut revoir Eh oui. très rapidement aussi ce troisième but Oui, beau. qui arrive qui est en fin de match. C'est vrai que Metz relance beaucoup les équipes de Ligue 1. On a parlé de Brest tout à l'heure et justement ça va nous permettre d'enchaîner sur les résultats du week-end juste après. On vous laisse quand même revoir ce but. Mais il y a eu d'autres résultats ce week-end. On va y regarder. Et Brest s'est notamment imposé face à l'AS Monaco. 3e victoire consécutive pour les Brestois qui étaient dans la course au maintien derrière le FC Metz et qui maintenant sont peut-être même dans la première partie de tableau. Il y a eu aussi la victoire de Lille contre Marseille, de Lens face à Nantes, leader plutôt on va dire installé. Toulouse face à Strasbourg, 1-0. Paris s'est imposé face à Rennes, 5-0. Victoire d'Angers face à Nice, là où rien ne va plus. Lorient s'est imposé face à Lyon, comme quoi Rémi, évidemment, ça peut arriver aux autres. En tout cas, pas forcément au FC Metz, on l'a dit. On a battu Petit Lens. point, on a battu Lens, c'est vrai. C'est un petit point classement d'ailleurs avec cette équipe de Lens qui est première avec le Paris Saint-Germain à 1 point. Marseille et Lille sont à 29 points. Et ensuite, derrière, il y a un petit espace qui s'est créé. Et tout en bas du classement, malheureusement, on retrouve notre bon vieux FC Metz à égalité de points avec le FC Nantes, à 1 point de la Auxerre, mais Metz est à 4 points de la 15e place, qui est la première non relégable. Ça commence à se courir un petit peu, et le prochain match qui arrive pour le FC Metz, c'est pas forcément un cadeau, quand bien même c'est Noël dans pas si longtemps que ça. La réception du Paris Saint-Germain, rien que ça. Alors on va essayer de vous faire une petite présentation très rapide, vous allez voir, ça va tout de suite vous mettre en confiance. Champion de France en titre, champion d'Europe en titre, 2e de Ligue 1, 2e de Ligue des Champions, et c'est au tour du FC Metz de passer ce défi, Bertrand. Je t'ai donné envie là ou pas ? Moi aussi, je passe. Je passe. Ouais, et puis j'ai regardé le match contre Rennes. Bon, certes, il restait sur un match Défaite face à Monaco. voilà, compliqué à Monaco. Le coach a mis 3 jours à tout le monde. C'est quand même assez extraordinaire en termes de management. Il y a deux philosophies. Hein. Un club comme le PSG, tu te dis ah non, c'est scandaleux les gars, non, on peut pas. Et Avec Albert Cartier, il faisait un footing à 3h du matin, parcours de santé de Longeville les Metz. Hein, je veux dire. une question de management. Exactement. Bon, après, voilà, il y a forcément un gros potentiel malgré les blessures, malgré une saison qui est pas simple, parce que l'autre saison a été fort dans les émotions et était longue. C'est jamais vraiment arrêté finalement, hein, parce que tu c'est ça, regardes, quand ils ont fini la Coupe du Monde des clubs, la reprise était 1 ou 2 semaines après, ils ont dû tout de suite reprendre avec la Super Coupe contre Tottenham, je Il y a crois. beaucoup de joueurs qui payent justement une préparation complètement tronquée. Et, or, moi, ce qui me fait peur, c'est quand je vois en fait notre match contre Rennes ici, et quand je vois le Rennes PSG la semaine suivante. Alors, vous allez me dire, c'est une histoire. J'étais inquiet aussi, très inquiet avant le match contre Lens. Donc, Selon la théorie des statistiques et des ressentis, peut-être que tu peux faire quelque chose. Les deux leaders. Hein. ouais, voilà. Bon, après, il faut être assez lucide, assez bien entendu que ça va être un match Parce que si compliqué. Choco reste là-dedans, Lens en plus, s'il gagne contre le SMS, pouvait être leader. Là, si Paris gagne, ils peuvent être potentiellement leader. Donc peut-être que ça peut permettre à Metz de faire 3 victoires d'affilée. Pourquoi pas ? Ce qui est compliqué, c'est de se dire qu'on risque d'enchaîner sur une 4e défaite consécutive, et c'est pas encore arrivé cette saison. Et que derrière, il y a un déplacement à Bicham qui est 2e de National 2. Alors je sais que Rémi il dit nous sommes mi-décembre et nous avons peur. Nous sommes mi-décembre et nous avons peur de jouer Bichheim désormais. Voilà Non, le grand Olimac du jour. Il n'y a pas de peur, mais en tout cas, vous savez, l'esprit Coupe de France. C'est tout ce qui reste à Rémi, lui enlevez pas ça, bordel. Le 20 décembre, il demande qu'à être en vacances pour certains, ou coupé, parce qu'ils sont quand même au quotidien. On va pas les plaindre, hein, c'est un beau métier, mais ça reste quand même des moments où ils ont besoin de se ressourcer. Et donc oui, effectivement, ce match-là,
Je l'avais dit contre Brest aussi, ça peut être très compliqué. Si on peut trouver une seule lueur dans cette première phase là, de championnat, c'est qu'avant le match contre Lens, on sortait du 4-0 contre Toulouse, du 6-1 contre Lille, et il était absolument improbable d'imaginer que cette équipe puisse égratigner Lens, alors qu'il n'était peut-être pas première du championnat à l'époque, mais qu'il était est deuxième. qu'il est, Il être première, je crois, à ce moment-là. qu'il est aujourd'hui. Donc, alors je ne dis pas que je suis très confiant pour le match de samedi, mais on est dans une situation Ma prochaine question. qui se rapproche un petit peu, où on a du mal à ressortir quand même clairement des points positifs de la série en cours du FCMS. C'est assez catastrophique ce qu'on voit là. Mais ces joueurs-là ont su se remobiliser à un moment donné pour faire une série positive. Elle a été déclenchée par une grosse prestation face à une équipe qui nous est éminemment supérieure. Alors là, c'est la montagne du dessus, parce que si Lens, c'est les Alpes, là, on est sur l'Himalaya. Et puis le problème, c'est que d'après Lens, tu avais l'occasion d'enchaîner, parce que c'était un match en semaine. Là, derrière, même si tu fais un bon résultat, tu as encore une fois une nouvelle coupure qui arrive avec un championnat qui reprendra 2-3 semaines après. On y pensera au moment de la prendre, cette coupure-là. S'il y a le bon résultat, on prend. Voilà, C'est pas grave s'il y a la coupure. Après, voilà, le PSG se fait parfois bousculer. Ça n'arrive malheureusement jamais au Grenat, parce que j'ai l'impression que c'est jamais nous, la petite équipe, qui crée cet exploit. Pourquoi pas que ça arrive une seule fois et que ce soit cette fois-là, en tout cas, ce serait bien choisi. Je ne pense pas du tout au match contre Bischheim pour le moment, parce que ce sera une autre étape ensuite. Mais en tout cas, je cherche en tout cas une petite lueur. Et la petite lueur, c'est celle-là. Quand on voyait le FCMS au plus bas, ils ont réussi à nous surprendre parce que, et ça j'en suis convaincu depuis le début de la saison, il y a quand même quelques qualités dans ce groupe-là, que je ne voyais pas dans le FCMS de Bologna il y a 2 ans. Je ne lui voyais pas autant de qualités. Et c'est pour ça que je suis frustré match après match. C'est que je trouve que cette équipe a quand même les armes pour ne pas être dans les 2 dernières d'un championnat qui n'est pas le plus compétitif du siècle. Le seul bémol que je mets par rapport à cette comparaison du match de Lens, c'est que Lens avait dû composer avec une composition justement d'équipe de départ qui n'était pas celle souhaitée, parce que Sarr, pour X raisons, et je ne la connais pas, avait été sorti du groupe, ce qui avait repositionné Mathieu Hudol dans une défense à 3 et non piston. Et ça, Pierre Sage en avait fait allusion aussi, d'une manière assez élégante. Attention, il faudra que ça déraille du côté du PSG pour qu'on fasse un résultat positif. Parce que bon, s'ils sont lancés... On est bien d'accord. Feront peut-être tourner, mettront les jeunes, mais même avec les jeunes, quand tu vois que Mayoulou, Mbaye qui marque... Et c'est vrai qu'il y a une petite lueur d'espoir du côté de Rémi, mais on va regarder les statistiques quand même de cette équipe du Paris Saint-Germain pour voir ce qui en restera juste après. Peut-être pas grand-chose à voir. Deuxième de Ligue 1 avec 33 points. C'est 10 victoires, 3 nuls et 2 défaites. 32 buts inscrits pour 12 buts encaissés. Les meilleurs buteurs meilleurs buteurs Barcola et Neves avec 5 buts. Le meilleur passeur, c'est Vitinha avec 5 passes. C'est vrai qu'on peut se poser la question, il y a quand même un titre de champion d'automne qui joue. Alors c'est très symbolique, Mathéo, ça fait pas forcément... quoique je pense que Lens se vend très bien d'être champion d'automne, mais c'est vrai qu'il y a un tout petit enjeu quand même pour le PSG qui, c'est assez surprenant, mais n'est pas leader et n'a pas d'avance sur ses concurrents pour le moment. Donc il serait bon d'aller en chercher aussi pour les Parisiens. Donc la petite équipe, oui et non, quoi. Oui, du titre de champion d'automne, je pense que Lens, comme tu l'as dit, le prendrait bien. Paris, ce serait plus anecdotique. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est surtout à ne pas se blesser avec la saison qu'ils ont vécue l'année dernière, très longue, on l'a dit, avec la Coupe du Monde des clubs notamment. Paris, on les attend surtout en mars avec la Coupe d'Europe. Ce qui est fou aussi, c'est qu'avec les blessures qu'ils ont, les matchs où ils se font quand même plusieurs fois rentrer dedans, ils sont quand même tout en haut du classement. Ok, Lens est passé devant, mais ils étaient à la tête du championnat. Et Marseille, Lens, Monaco, ces équipes-là qui peuvent passer devant n'arrivent pas à créer un gouffre. Et c'est peut-être ce qui fait un peu aussi peur de façon globale pour ce championnat de Ligue 1 qui finalement, on l'a dit, est faible en haut et peut-être faible aussi très en bas. Donc ce qui permet aussi peut-être au FCMS d'espérer le maintien, parce que beaucoup d'équipes ont du mal. Il y a un contexte économique, etc., on le sait. Et Paris, à part que si Lens, on ne sait pas, arrive à créer un rythme tout au long de cette deuxième partie de saison, Paris devrait aller devant. Petite question sur le titre de champion d'automne. Il ne faut pas attendre la fin des matchs allés? Bah oui, c'est vrai que maintenant... Non, mais ça reste toujours en jeu, quoi qu'il arrive. Eh oui. Oui, mais tu as raison. Il n'y aura pas de titre. Il faut attendre mais c'est vrai que officiellement, il faut attendre le premier match on est d'accord en janvier. Oui.
Donc il n'y aura pas de titre de champion d'automne. Pas officiellement, mais il y a un titre de champion d'automne qui joue quand même, quoi qu'il arrive. Parce que si Oui, mais Lens pas- gagne et que Paris perd, 4 points, tu les rattrapes pas en une journée. Donc t'es plus champion d'automne, quoi qu'il arrive. Donc, de toute façon, il n'y a pas de trophée. Donc. 4 points. Il n'y a pas comme le bâton de Il y a un Bournemouth. point d'écart. S'ils perdent, on gagne. Et on n'en sait rien. Ouais. Les défaitistes, celui-là, qu'est-ce qu'on sait que Metz ne va pas gagner? Écoute, C'est compliqué. alors là, je signe mes deux bras, des deux je mains, sais, le après, nez, je vais pas te mentir, j'aurais- avoir tort et J'aurais préféré gagner contre Auxerre et Brest que contre Paris. Hein. Paris, je m'en fiche. Là, on donne 3 points à Auxerre, on donne 3 points à Brest. Je pense. C'est plus ça le problème. C'est vrai qu'on peut se poser la question de comment on s'impose face au Paris Saint-Germain. Alors on parlait de calendrier tout à l'heure. C'est vrai que celui du Paris Saint-Germain reste quand même relevé pour ce mois de décembre qui n'est pas prêt d'être terminé. Hein. Pour les Parisiens, il y a un match de Ligue des Champions face à Bilbao ce mercredi. Il y aura le match face au FC Metz. Il y aura ensuite une finale de Coupe intercontinentale à jouer. On ne connaît pas encore l'adversaire, mais ça se jouera le mercredi 17 au Qatar. Et enfin, un match de Coupe de France. Alors certes, contre un club qui devrait être à la portée des Parisiens, mais tout de même, alors que le FC Metz n'a plus que 2 rencontres, le PSG en a encore 4. Rémi, c'est vrai qu'on l'a dit, la saison dernière était déjà à rallonge. Là, ça continue un petit peu. Bon, après, quand tu es dans un grand club et que tu joues 5 compétitions, c'est bien d'être dans les 5 compétitions et d'y rester. Mais tout de même, il y a encore pas mal de choses à régler pour Luis Enrique qui aura encore quelques matchs à négocier. Ah, mais je trouve qu'il négocie ça très bien, Luis Enrique, parce qu'effectivement, ils ne sont pas premiers à l'heure actuelle, mais ils sont encore largement dans la course. En Ligue des Champions, ça se passe plutôt pas mal. Ils sont deuxième parce qu'Arsenal fait un 5 sur 5, je crois, Et, un but encaissé. Donc voilà, mais je ne pense pas qu'ils soient effrayés par le FC Metz entre le match de Bilbao et le match de Coupe intercontinentale. Ils sont rompus à ça maintenant. C'est vrai que le côté nouveau cette année, c'était cette Coupe du Monde des clubs qui était aberrante dans son positionnement dans le calendrier. Je ne vous dis pas qu'il ne fallait pas la faire, mais Si, moi, on pouvait pas la faire. je suis quand même partisan à un moment donné de préserver l'intégrité des physiques des joueurs, quel que soit les salaires astronomiques qu'ils touchent. À un moment donné, ça reste des êtres humains, et je trouve qu'à trop tirer sur la corde, le PSG s'en sort plutôt bien en termes de blessures très graves. Parce que moi, j'avais peur de blessures un petit peu plus graves. Le plus grave, c'est Doué. Ouais, Dembélé. mais ils ont quand même des Dembélé à un absences, moment, ouais. des absences quand même qui sont assez durables. Voilà, ils vont pas être effrayés par le FC Metz, mais bon, malheureusement aussi, le fait est que je pense pas qu'ils vont vouloir laisser Lens s'échapper un petit peu trop. Non. Je veux dire, là, ils vont se dire à un moment donné, bon, ça suffit, on va faire les choses sérieusement en championnat et on va creuser un trou. Parce qu'il y a eu des saisons où déjà au mois de décembre, le PSG avait 7-8 points d'avance, le championnat est déjà plié. Là, c'est pas le cas. Et s'ils veulent le plier, je pense que... Et puis pour l'histoire, alors on ne sait pas ce que ça donnera, mais les rares saisons où le PSG se fait titiller à la mi-saison, c'est les saisons où ils perdent le trophée à la fin. Tu as eu Monaco, tu as eu Lille, tu as eu Montpellier. Bon, là, c'est Lens. Il ne faut pas penser qu'un faux pas à Metz, pour eux, ce ne sera pas grave. C'est un match ultra important pour eux. Oui, Voilà. oui. Il y a un titre de champion de France à aller chercher, ils veulent aller chercher. Et une défaite contre le dernier du championnat, ça ferait quand même largement tâche. Et en plus, ils ont un tel degré de maîtrise collective et individuelle Techniquement, oui. qu'il faut que ça déraille quand même très fortement et qu'il faut leur mettre un sacré pressing, un sacré impact et faire preuve de quelques doses de génie pour les bousculer. Il va falloir jouer les contrats. Mais pourquoi pas? C'est vrai qu'il ne faut pas que le PSG ait peur du FC Metz, ça n'arrivera sûrement pas, mais à l'inverse, il ne faut pas que le FC Metz ait peur du PSG. Pour Faut ça, il y a, faut pas être là pour les regarder. Sinon, il y a ça va, Stéphane Le Mignon qui va devoir retrouver une recette du succès déjà, une recette aussi dans son 11 de départ, et ça ne va pas être évident. Oui, Là, il y a plus d'interrogations que de certitudes quand même. tu as raison, Aymeric. La question que je me posais, ça faisait. Tu fais la transition par rapport à ce que vient de dire Rémi. C'est est-ce que tu joues haut? En tout cas, c'était le choix d'Habib Beye avec le Stade Rennais en disant nous, on garde nos principes, on défend en avançant 1 pour 1 sur les coups de pied, sur les ressorties de balles, sur les 6 mètres adverses. Bon, ça fait 5 à l'arrivée. Donc, comme le disait aussi Mathéo, il y a un tel niveau de maîtrise technique de cette équipe-là. Donc, au-delà de la composition, c'est déjà le projet de jeu et le choix que tu vas faire en te disant est-ce qu'on défend haut ou bas? Contre Marseille, tu as Ou joué médian. hyper bas. Et ça t'a pas réussi. Voilà, tu les as regardés jouer. Là, Tu tu les as regardés, as regardé ta télé contre Contre Marseille. Lens, on a joué bas. Hein. On a joué plus que bas parce qu'on a fait une défense à 4 avec Titiasvili et Sabali qui venaient s'aligner pour faire une défense à 6. Mais ça va être ce Donc qui là, va se passer, je bah, pense. moi, j'opterais pour. Après, il y a une cette défense option. entre venir Pas- faire le 6 et jouer à 6 tout le long. Quoi. Oui, oui. Et- C'est ça le problème. Non, la difficulté après, c'est comment tu te projettes Comment avec tu- ces quand joueurs-là. tu- Dans dans l'idée, 80 mètres. Quand tu te projettes, on va avoir
peu de situations, mais quand il va y en avoir, quand on va se projeter à l'avant, il va pas falloir qu'il n'y ait qu'un seul joueur esselé avec Diallo devant. Si Diallo est titulaire, c'est ce que j'espère, il va falloir apporter du surnombre parce qu'il y aura peu de situations et il va falloir y aller Mais à c'est 3-4. Excuse-moi de te couper, Mathéo, c'est très important ce que tu viens de dire avec l'apport d'Habib Diallo. C'est-à-dire que quand tu défends bas, si tu n'as pas de point de fixation devant, point d'ancrage, Ah oui, là, il faut joueur un sur point lequel de tu vas fixation. pouvoir t'appuyer, mais bien entendu, après ils vont sortir. Après ils ont la caisse. Je reste un petit peu plus sur ma faim sur la performance de Cech Sabali, ou plutôt la contre-performance, à mes yeux, sur ce match-là. Je parle du match d'Auxerre, pardon. Donc effectivement, là peut-être des questionnements. Donc voilà, le 11 à définir, au vu du match de Brest où tu en prends 3, où il y a des changements, et là au vu du match d'Auxerre où tu en prends 3, il y aura des changements, si on part dans cette logique-là. Oui, on espère. Voilà. Et la Donc manière. maintenant, c'est... Et la manière, et j'espère que. Comment De toute façon, je pense que les quelques situations que tu as, ça va se jouer en 2-3 passes, un ballon long sur Diallo qui décale un ailier, et on espère qu'il part au but. Ça va être ce genre de situation aussi, sûrement. L'équipe du PSG est une équipe qui se défend beaucoup aussi, avec Neves, même si Vitinha joue on va dire, ou Zahiri à l'intérieur. Et donc Vitinha qui vient peut-être faire les équilibres. Tu auras forcément des opportunités, mais les opportunités, il va falloir les jouer à haute intensité dans les courses, avec extrêmement de justesse technique et de choix. Et c'est ce qui fait des fois SNS que et la On n'a justesse pas. technique et le réalisme Pour en ce l'instant, moment, c'est pas ce qu'il y a de plus. Ça va bien se passer. Eh bien, je prends l'optimisme de Pas du Rémi. tout inquiet, attention, non, on essaie prend juste ça dans une semaine, juste d'observer l'éventail des possibilités pour ce match-là. On essaie d'anticiper. Mais Bertrand, il a peur de Bischheim déjà. Pour nous aider, pour analyser les matchs. Mais bon, que voulez-vous? Je reste traumatisé par Amanville l'année dernière, c'est pour ça. Ah bah oui, c'est vrai. En plus, Je sais plus personnel là. je t'avais lancé d'une manière totalement incroyable là-dessus. Je m'en souviens comme si pour ça. c'était hier. On a parlé d'hier, on parle de ce qui se passe ce week-end, mais à la fin de la saison, il y a d'autres échéances, et notamment la Coupe du Monde. Il y a eu le tirage au sort, on va en parler tout de suite dans le temps additionnel. Et oui, parce qu'on va parler de la stature internationale du Paris Saint-Germain. On va en parler pour l'équipe de France avec tout d'abord le programme de l'équipe de France qui connaît désormais ses adversaires. Plus ou moins. Il y en a encore un à définir, mais vous allez le voir, il y aura le Sénégal, il y aura la Norvège et il y aura encore un play-off à jouer entre Bolivie, Suriname et l'Irak. Voilà donc les 3 adversaires de l'équipe de France. Rémi, est-ce qu'on est un petit peu hypé par cette Coupe du Monde de manière générale ou pas? Parce que c'est vrai que les matchs internationaux en ce moment, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais là quand même la Coupe du Monde c'est quelque chose, quand bien même les matchs seront à minuit, 4h du matin, sauf pour l'équipe de France avec un peu de chance. Bon, t'as mis vendredi 21h, mardi 21h. Et un lundi 23h. Pour le moment, on s'en sort pas trop mal. Ça fait 2 matchs que tu peux mettre avec un barbecue sur une terrasse. Donc c'est vrai qu'à minuit, le barbecue parfait. ou à 4h du Non, matin, mais c'est tout de suite plus compliqué en France. En tant qu'amoureux de foot, on est toujours hypé par une Coupe du Monde. Ce serait quand même mentir de dire l'inverse. En plus, on a la chance quand même d'être français, donc potentiellement une nation qui fait partie des favoris. Donc c'est une compétition qui est ultra excitante. Moi, le format avec trop d'équipes, ça me plaît pas des masses parce que je préfère les compétitions plus resserrées avec un niveau plus resserré dès les premiers matchs. Bon, En fait, si c'est pour que la finalité soit la même et que tu aies les mêmes équipes, quoi qu'il arrive, à partir des huitièmes de finale, quel est l'intérêt d'en rajouter 12 autres? Elles sont éminemment politiques. Bon, on connaît les raisons. Mais maintenant, si je regarde le groupe de la France, c'est du costaud. Enfin, on va avoir des beaux matchs. Le Sénégal, c'est une équipe qu'on connaît bien du côté de Metz. Ça va être charmant à jouer. Les plus vieux comme moi se souviennent de 2002. Il y a quand même une grosse revanche à prendre face aux Sénégalais. La Norvège, c'est pas simplement Erling Haaland. C'est un peu plus fort que simplement un joueur. Je conseille de regarder ce qu'ils ont fait lors des éliminatoires. C'est une équipe redoutable. Et puis bon, il y aura une 3e équipe qui sera du niveau largement en dessous. Donc moi, je suis excité. Je suis content de voir cette Coupe du Monde qui revient en été. Moi, le Qatar, au-delà des raisons politiques, j'aimais pas parce que c'était au mois de décembre. Pour moi, une Coupe du Monde, ça se consomme l'été avec des copains, du soleil. Et un short, un t-shirt, un béret, voilà. et des schlaps. C'est presque ça. Donc, ouais, vivement la Coupe du Monde et vivement qu'on sélectionne Mathieu Hudol. Ouais, c'est vrai que ça peut peut-être faire partie de la surprise de la liste de Didier Deschamps. En tout cas, au niveau des surprises, c'est vrai, Mathieu, qu'on a tenté de deviner un petit peu les groupes, de faire des pronostics. On avait pronostiqué potentiellement pas un groupe de la mort, mais presque finalement. Et c'est vrai que là, on est plutôt servi. D'habitude, il y a la légendaire chance de Didier Deschamps, pour pas dire une autre expression.
Il a eu la chance en tête. finalement en ayant le groupe I qui voulait, en ayant cette partie est des États-Unis avec moins de décalage horaire, moins de déplacements, etc. Moi, Je crois que c'est l'Algérie qui fait le plus de Ouais, c'est kilomètres ça, pendant l'Algérie. le mondial, c'est 4500 km parcourus juste pour les phases de groupe. Le bilan carbone, on aime. Tout ce qu'on aime. De le faire au Canada, au Mexique, aux États-Unis, tu dis que tout de suite. Ouais, c'est là, les personnes qui vont regarder les matchs la nuit, ils vont un peu vivre ce que font un peu les fans de NBA ou des sports américains finalement. Parce qu'on rappelle, il y aura des matchs, alors ça commence à 21h, 23h, minuit, 3h, 4h du matin, 6h je crois aussi. Il y a quelques matchs aussi à 18, 19h il me Ouais. semble, mais très peu finalement. Mais il y a tous les horaires possibles finalement. Mais pour revenir à ce groupe, c'est vrai qu'avec, je ne suis pas trop fan non plus de cette extension de la Coupe du Monde à 48 équipes, parce que finalement, ça abaisse le niveau de la Coupe du Monde, et ça, avec les meilleurs troisièmes qui se qualifient, la phase de groupe a finalement beaucoup moins d'intérêt qu'à l'époque. Et tu cherches, souvent on s'amuse à chercher ce groupe de la mort, il existe un peu moins, et finalement ce groupe, on va dire entre guillemets, plus relevé, c'est celui, selon moi, de la France et aussi un peu de l'Allemagne. Sinon, c'est vrai que moi j'aime bien ce groupe parce qu'il y a quand même des confrontations intéressantes avec une histoire à côté. C'est vrai qu'en étant supporter du FC Metz, Bertrand, ce France-Sénégal, qui sera d'ailleurs la première affiche de l'équipe de France, c'est une affiche qui ne laisse pas forcément indifférent parce que justement, on parlait d'Habib Diallo, de Cheikh Sabali. Alors on ne sait pas encore qui sera sélectionné, on ne sait pas non plus qui sera encore ou pas Messin à la fin de la saison. Peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver entre-temps, parce que c'est peut-être aussi ça la question. Il y a une Coupe du Monde à jouer, il y a peut-être des profils à relancer. Je sais qu'il y en a certains qui aimeraient potentiellement avoir leur chance. Mais ce France-Sénégal, on ne l'attendait pas forcément. Maintenant qu'il est là, évidemment, ça pique notre curiosité. Ça parle au FC Metz avec Génération Foot. Et puis, on peut noter aussi Kalidou Koulibaly. Oui, parce qu'il y a Messin et ancien Messin. Alors Sadio là, Mané, la liste, Sadio Mané qui sera Sadio pas Mané, Papa Pape Matar Sarr, Ismaïla Sarr. avec sa Oh, blessure. j'espère Il s'est blessé. Oui, mais la CAN. oui, pour la CAN. J'espère que ça suit. J'espère qu'il sera bien Dans revenu. 6 mois. Ça va, il rechute. Mais bon, oui. il y a beaucoup. Je l'espère pour lui, déjà d'une. Moi, ces garçons-là, je les ai croisés quand j'étais au centre de formation. Donc, en fait, là, c'est le cœur qui parle, c'est l'affectif. C'est comme Mathieu Hudol, t'en parlais tout à l'heure. S'il a cette chance-là d'être dans le groupe de l'équipe de France, ça serait formidable d'avoir un joueur formé à Metz qui aille représenter la France. Le dernier, c'était Pires. Et ils ont été Champion. Voilà, donc Je l'aime bien faire des petits rapprochements comme ça. Je connais un joueur formé à Metz et on gagnera la Coupe du Monde. même si on galère en championnat. Ouais, mais en donc, 98, on galérait un peu moins quand même. oui, c'était une autre époque. Un peu la bonne année. On était champion d'automne d'ailleurs. je crois. On s'en fait un peu plus. Alors là, je regarde statistiquement et mathématiquement, c'est pas possible. Elle peut le dire comme ça, mais Mais oui, le Sénégal, c'est une histoire forte. Donc, et puis sur cette dernière confrontation, ça s'était pas passé comme on l'aurait souhaité. Donc une petite revanche à prendre. Apparemment, Habib Beye, il souhaiterait que ça se reproduise. Il l'a dit en zone mixte à la fin de son match. Nous, en supporters français, on va espérer que nos amis sénégalais, ils gagnent les matchs qu'il faut contre Voilà. les deux Finir autres deuxième. équipes. Ça nous arrangera aussi. il faudra aller titiller les joueurs du FCS. Mais est-ce que ça peut être le Sénégal, pour cette édition, ce sera ma dernière question, est-ce que ça peut être un peu ce qu'a été la Géorgie, qui était la petite sensation? On avait bien suivi les aventures de Miko Tadze, notamment après ses œuvres au FC Metz. Est-ce que là, Rémi, le Sénégal, ça peut être l'équipe que tu aurais envie de suivre au-delà de son parcours contre l'équipe de France dans cette Coupe du Monde? Peut-être même un peu avant dans cette CAN, parce qu'ils font partie des favoris quand même. Ouais, moi je les mets même un peu plus que la Géorgie, qui était une équipe surprise. Moi j'en attends plus du Sénégal pendant cette Coupe du Monde que je pouvais attendre de la Géorgie pendant l'Euro. Géorgie qui ne sera pas là d'ailleurs. Il y a quand même des joueurs qui sont rompus au match de très très haut niveau en Ligue des Champions. Donc on n'est pas face à une équipe qui va faire un petit parcours sympa. Non, moi j'en attends beaucoup du Sénégal. Le Sénégal, l'équipe de France. Alors, on respecte son statut et quand même du calibre au-dessus, mais le Sénégal-Norvège va pour moi être un match capital. Et il va être un match super important ensuite, ça va être un super match. Et les Sénégalais, je ne sais pas s'ils sont favoris, mais même un petit peu, pour moi c'est 60-40. Je pense qu'ils sont même peut-être plus favoris que la Norvège, parce que la Norvège, finalement, ils redécouvrent la Coupe du Monde depuis 98, je crois. Ouais. Donc le Sénégal, ça fait quand même 3 Coupes du Monde d'affilée qui sont là. Non, Frustration de ces nations qui ont parfois des très grosses stars, mais qui malheureusement ont du mal à enchaîner et à faire apparaître dans ce genre de compétition. Oui, tu peux. Pardon. Et pour le Sénégal, ça va être intéressant de les voir aussi à la CAN. Parce qu'on parle du Sénégal à la Coupe du Monde, mais on va voir aussi ce qu'ils vont faire. Effectivement, ils sont tenants du titre, si je dis pas de Côte bêtises. d'Ivoire qui a gagné. Côte d'Ivoire ?
Et puis il y a eu la Côte d'Ivoire. Ouais. Ah, Petit cadeau quand même pour l'équipe de France de voir la CAN à ce moment-là avec ils ont le gagné Sénégal. la CAN l'année d'avant. Ouais. Elle revient. Ouais, c'est plus longtemps. La CAN, c'est quoi, tous les deux ans, non? Ouais, c'est pour ça. J'avais en tête ça. En tout cas, voir le parcours. Il y a 4 ans, ouais. Leur parcours à la CAN peut-être sera un indicatif aussi de leur potentiel pour effectivement aller faire quelque chose à la Coupe du Monde. Même si en l'espace de 6 Je ans. vérifie rapidement, 2023 Côte d'Ivoire, victoire contre le Nigeria, 2021 Sénégal, victoire au tir au but contre l'Égypte. 2021, c'était à 4 ans. Ok, d'accord. Exactement. Je me suis arrêté. 4 ans. Oui, ça. Oui, parce qu'ils font tous les 2 ans aussi la CAN. Tu t'es arrêté il y a 4 ans, on va devoir s'arrêter là malheureusement pour cette émission. Et lui, c'est déjà la fin de cet après-match. On reviendra évidemment dès jeudi sur une autre émission, une autre thématique. On vous a déjà un petit peu spoilé de toute manière. On se retrouve très vite sur Moselle TV.